L'histoire du sionisme et de l'État d'Israël. Nous sommes en compagnie d'Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle et vous nous parlez aujourd'hui de Vladimir Jabotinsky, leader sioniste et inspirateur de la droite israélienne. Oui, Vladimir Jabotinsky, qui est l'un des plus grands leaders du sionisme politique, le créateur du parti révisionniste en 1925, aspirateur donc de la droite israélienne jusqu'à aujourd'hui. C'est également un dirigeant sioniste, un auteur, un poète, un traducteur et enfin un soldat. Alors, Vladimir Zeev Jabotinsky est né le 17 octobre 1880 à Odessa. Son père est commerçant en céréales. Le père, justement, est malade alors que Vladimir est très jeune et la famille va partir en Allemagne pour qu'il puisse être soigné. Mais il meurt en 1886, donc Vladimir a 6 ans, laissant sa famille dans la misère. Malgré tout, grâce à sa maman, il peut poursuivre des études et montre très tôt de l'intérêt pour la littérature, la poésie et l'étude des langues, le yiddish, l'anglais, l'allemand, le français, mais également l'italien, le latin, le grec et même l'espéranto. Il va donc traduire de grands poètes vers la langue russe. Débutant une carrière de journaliste dans un journal d'Odessa, il est envoyé comme correspondant en Suisse. En 1898, il choisit de partir à Rome, où il poursuit également des études universitaires, avant de rentrer dans sa ville natale, à Odessa, où ses talents d'écrivain sont reconnus. Ce n'est qu'en 1903 qu'il va s'intéresser à la destinée du peuple juif, alors que des pogroms sont craints dans sa ville natale, et qu'il essaye de convaincre les dirigeants communautaires de former des unités d'autodéfense. C'est au lendemain du pogrom de Kishinev qu'il s'engage dans le mouvement sioniste. Il a alors 23 ans et il participe la même année au 6e congrès sioniste, le dernier auquel va participer Herzl avant son décès prématuré. Bien que très impressionné par Herzl, Jabotinsky s'oppose à la solution d'un État en Ouganda. De retour en Russie, il s'investit dans des journaux sionistes et s'implique dans la création d'écoles juives prônant l'indépendance nationale. Cela lui vaut d'ailleurs d'être brièvement emprisonné par la police du tsar. Il séjourne ensuite à Vienne, à Istanbul, où il poursuit son activité sioniste avant de rentrer en Russie, où il crée une maison d'édition en publiant des traductions de Paul Verlaine ou d'Edmond Rostand. Il est également un grand défenseur du renouveau de l'hébreu et voit en la décision de créer une université hébraïque en 1913 un excellent présage. Et la Première Guerre mondiale, Ariel, va marquer un tournant dans sa vie. Oui, il est envoyé au déclenchement de la guerre à Paris par son journal. Il comprend très vite que l'Empire ottoman, allié aux Allemands, va s'effondrer et que les pays qui le composaient pourraient prétendre à une indépendance. Et il s'agit donc d'un espoir immense pour les Juifs du Yishuv en Palestine. Mais pour cela, il faut peser, y compris sur le plan militaire. Et il veut donc créer une légion juive qui combattrait aux côtés des Alliés. Après un périple qui le mène au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Italie, il se rend en Égypte où il rencontre Joseph Trumpeldor, ancien soldat de l'armée russe, à qui il propose de former une unité juive. Dans un premier temps, le corps des muletiers de Sion est créé en 15 et va combattre à la bataille de Gallipoli. Mais ce n'est qu'en 1917 que des bataillons juifs sont formés et ils ne se battront que quelques mois jusqu'à la fin de la guerre. Trumpeldor, Jabotinsky, mais également David Ben Gourion en font partie. Ces bataillons sont dissous par les Britanniques en 1919 et Jabotinsky s'installe à Jérusalem où il fonde un groupe d'autodéfense qui défend les Juifs lors des émeutes de 1920. Cela lui vaudra d'être emprisonné pendant 1 an par les Britanniques à Saint-Jean-d'Acre. Et c'est très peu de temps après qu'il va créer un mouvement politique. Oui, juste après, il est élu en 1921 membre de la direction de l'Organisation sioniste mondiale, mais il la quitte 2 ans plus tard à cause de divergences avec Chaim Weizmann, mais également parce qu'il avait soutenu un chef indépendantiste ukrainien, Petliura, qui avait été mêlé à des pogroms en Ukraine dans les années suivant la Première Guerre mondiale. En 1923, il publie un texte intitulé « La muraille de fer » qui résume sa vision politique. Les Juifs sont avant tout européens et il ne faudrait pas qu'ils deviennent orientaux, bien que s'installant au Moyen-Orient. Il considère qu'il n'y a aucune chance de parvenir à une cohabitation avec les Arabes de Palestine. Je le cite. « La vision illusoire et puérile selon laquelle les Arabes nous donneraient de plein gré leur accord pour la réalisation des objectifs du sionisme en contrepartie des avantages culturels et économiques que nous pourrions leur procurer découle d'une sorte de condescendance méprisante à l'égard du peuple arabe. »
Par conséquent, dit-il, l'affrontement est inéluctable et il convient de s'y préparer en s'entourant d'une muraille de fer, d'où le nom de son opuscule, pour se protéger. Concrètement, il veut créer une armée juive permanente. En 1925, il fonde l'Organisation mondiale des sionistes révisionnistes et il va s'installer à Paris jusqu'en 1936 car il avait été chassé de Palestine par les Anglais à cause des désordres causés par le Bétar, une organisation de jeunes qu'il avait créée. Son mouvement prône la création d'un État juif s'étendant sur les deux rives du Jourdain, donc y compris la Jordanie actuelle. Le libéralisme économique en opposition avec la majorité des leaders sionistes socialistes et le libéralisme politique. Ses relations sont détestables avec David Ben-Gourion, qui lui reproche les sympathies fascistes de certains extrémistes de son mouvement avec lesquels Jabotinsky refuse de rompre. Et en 1925, son mouvement va quitter l'Organisation sioniste mondiale. Après 1936 et la révolte arabe, Jabotinsky prône la violence et accepte les actions de représailles contre les Britanniques, mais également contre des civils arabes menés par l'Irgun. Vladimir Jabotinsky meurt en 1940 d'une crise cardiaque alors qu'il visitait un camp d'été du Bétar aux États-Unis. Alors, il reste malgré tout une référence en Israël. Oui, alors... De son vivant, Vladimir Jabotinsky a été très isolé sur l'échiquier sioniste qui était très majoritairement socialiste à l'époque. Mais finalement, il est l'inspirateur de toute la droite israélienne jusqu'à aujourd'hui, de par ses positions à l'égard des Arabes, mais également sur le plan politique et économique. Et pour ne donner qu'un seul exemple, Menachem Begin, le premier président du Conseil, Premier ministre, issu du Likoud élu en 1977, est son héritier direct puisqu'il avait dirigé l'Irgun à partir de 1943. Merci Ariel. Je rappelle que vous êtes le directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série sur l'histoire du sionisme et de l'État d'Israël.